Retrouvez maintenant la rubrique de Rona avec sa chronique Witch Arts pour les witches et uniquement sur Speak and Spell. Alors du coup, j'ai regardé une série qui s'appelle Chaos il y a pas longtemps, à cause d'Antinos, hein. Si on avait parlé quand même, j'avoue c'est que... Antinos à chaque fois, ça sera mon nouveau jingle, ça. Bien évidemment, la guerre en Ukraine, c'est ta faute. Zelensky qui se barre de la Maison Blanche, c'est ta faute. C'est la faute. Mais du coup, oui, en fait, j'avais pas du tout compris honnêtement le projet du truc. En fait, j'étais passée à côté, j'ai regardé vite fait sur Netflix le petit extrait. Je me disais, c'est quoi ce truc? Ouais, bof, hein, je comprends pas le principe. Donc finalement, je l'ai lancé quand même. Et en fait, oui, non, j'avais pas compris du tout. Le pitch. Donc forcément, là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc en fait, pour vous resituer, donc je sais pas si certains l'ont regardé. Donc il y a une seule saison. La saison 2 a été annulée. Voilà, je vous le dis tout de suite, hein, Oui, pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer. C'est un peu dépressif quand même. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais bon, c'est pas cool, quoi. Ouais, surtout que des fois, il y a des séries bien plus pourries qui sont qui perdurent pendant 10 ans. Voilà, donc voilà. Mais donc bon, pour ceux qui aimeraient se lancer, voilà, sachez qu'il y a une saison et ça finit quand même sur un cliffhanger. Donc, ouais. Préparez-vous. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on est dans notre monde actuel, en fait, notre monde contemporain. Et en fait, les dieux existent. Donc les dieux grecs, on est dans la mythologie grecque, hein. Effectivement, si je resitue pas aussi, ça peut être bien. Et donc dans un monde contemporain, donc où les dieux grecs sont encore honorés, ils sont là, ils gravitent plus ou moins parmi les humains aussi, mais ça on va reparler. Et donc les sociétés sont encore divisées en cités-États, de ce que j'ai compris. Et donc on a encore cette dévotion et ce culte qui est fait aux dieux, mais évidemment avec quand même un univers contemporain. Oui, il faut vraiment préciser deux choses. En premier temps, c'est en effet une des sociétés grecques, parce qu'on ne sous-entend pas que les Romains existent. En tout cas, on est vraiment plus focalisé sur la Grèce. Donc, on ne connaît pas trop l'univers. On ne sait pas s'il y a que les dieux grecs qui existent ou si les autres dieux existent. Ou voilà, ils n'ont pas pu développer ça, ce qui est dommage. Peut-être que c'était un projet qui devait développer sur plusieurs saisons. Mais en tout cas, en fait, on va vraiment suivre. C'est plusieurs histoires qui s'intègrent, mais en gros, on a un conteur principal, c'est Prométhée, qui raconte l'histoire et en gros sa version, on va dire, de l'histoire des mythes. Et on va suivre finalement une réécriture du mythe moderne avec Orphée, qui est une superstar, un peu grunge, un peu rock grunge, voilà, avec ses problèmes d'addiction, etc. Sa femme et tout un univers comme ça, et tous ces personnages rencontrent des dieux en vrai, dont Dionysos, qui a un amour pour les êtres humains et qui, pour la vie humaine, pour tout ce que les humains font, et qui est un petit peu le fils pas aimé de Zeus et qui essaye d'être aimé par son père. En tout cas, ça permet de faire comprendre un petit peu le projet de la série, quoi. C'est ça. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est comme tu dis, il y a plusieurs trames, plusieurs fils en fait en parallèle. Donc c'est très axé quand même sur le mythe d'Orphée, évidemment, puisque on a ce Orphée du coup qui est une rockstar avec sa femme dont il est complètement dépendant affectif, Eurydice. Exact. Donc vraiment c'est sa muse en fait, hein. Il y a vraiment ce truc là. Et donc lui, voilà, il est connu, il fait ses concerts, etc. Et en fait sur les dieux, on a vraiment une humanisation extrêmement poussée, j'ai trouvé, et qui est extrêmement intéressante et extrêmement touchante aussi selon les personnages. Mais voilà, on a ce Dionysos qui finalement ne veut que la reconnaissance de son père. Il veut exister dans les yeux de son père. Zeus, qui en fait est présenté comme le gros père connard égoïste, gros queutard aussi évidemment, sinon c'est pas drôle, et qui, comme tu dis, en fait, lui se sent plus proche des humains, il a envie d'aider Orphée, patati patata. Et en fait, du coup, toute cette famille de dieux, elle est représentée mais vraiment comme la famille dysfonctionnelle. C'est ça. Et c'est un peu un truc que j'ai pas trop aimé. En fait, ce que j'ai pas aimé dans cette série, parce que le principe, j'ai adoré. En gros, le principe de voir le monde moderne avec les dieux, voir genre les céréales Déméter ou les trucs comme ça m'a fait rire. En gros, les dieux sont des marques et tout, et je trouve ça vraiment génial. C'est bien pensé. Et même les conflits politiques, les choses comme ça, franchement, c'était hyper intéressant.
avec la Crète qui est un peu vue comme une dictature, ce qui est assez bizarre, mais bon. C'était assez intéressant, mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que la mythologie a été écrite par des Américains pour des Américains. Je m'explique. L'enfer, c'est sombre, c'est noir, c'est des douleurs, c'est vu comme quelque chose de pas bien, etc. Et alors que l'enfer chez les Grecs, c'est plus quelque chose qu'on ne sait pas déjà. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et il y avait cette description ou bien du dieu colérique, etc. Alors que Zeus n'est pas que ça, c'est aussi l'ordre. Donc s'il se met en colère, c'est qu'il y a une raison en fait dans les mythes. C'est pas juste s'il s'envoie en l'air avec quelqu'un, il y a littéralement un enjeu cosmologique, pardon. Il y a un enjeu cosmologique. Pourquoi il a couché avec cette femme et a eu cet enfant? Parce que cet enfant va entraîner cette chose qui va permettre un équilibre plus tard. Donc il y a ces raisons-là, et dans la série, en fait, ils ont vraiment pris au premier degré les choses, et ils ont pris un prisme un peu très chrétien finalement de cette vision, et ils l'ont vraiment conservé comme ça. Ce qui m'a déplu en fait, parce qu'il y avait énormément de potentiel pour développer ça, cette partie, en gros, les dieux de nos jours, s'ils existaient, comment notre société aurait réagi et comment on interagirait, quoi. Je me demande, après j'ai pas été creuser la volonté des réals et tout, mais est-ce que c'était pas finalement une critique aussi de la religion? Oui. C'est ça en fait, le but c'était de critiquer les religions d'État et même la société en général, et dire que, rien que le triangle amoureux qui m'a choqué, désolé, Héra, Zeus, Poséidon. Poséidon, oui, t'es là en mode bon, d'accord. Je vois pas la logique là-dedans, mais bon, en tant qu'helléniste, j'étais en mode mais voilà, mais ça a aussi cet impact. Il y a le fait, Eurydice, sa mère est une prêtresse d'Héra. Oui, c'est Héra. Ouais. Et en fait, ces prêtresses-là vouent un culte à Héra de chasteté. Elles doivent se voiler, elles doivent se couper la langue. Donc il y a aussi ce côté un peu des religions extrémistes religieux, des mouvements religieux extrémistes qui des personnes suivent, c'est appelé par les dieux, mais qui abandonnent carrément leur famille. La critique est hyper intéressant, hein. C'est juste que ça aurait pu être poussé un petit peu plus loin. Et moi, j'étais persuadé que c'était un truc américain. Je viens juste de voir, mais en fait, c'est anglais. C'est même pas c'est anglais, ouais. C'est même pas américain, c'est anglais. Ça fait très américain, ouais, quand même. Mais le style de lecture est assez américanisé. Bon, après, c'est des séries Netflix, il faut pas les plus loin. Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, le concept. Mais pour revenir sur ces histoires de prisme chrétien aussi, ce qui est assez étonnant, c'est que donc dès le premier épisode, on voit un temple d'Héra. Mais en fait, quand on voit leur temple, c'est vraiment des transpositions d'églises, quoi. C'est des églises, mais c'est des temples avec un confessionnal. C'est ça, ils rentrent dans le temple en mode YOLO, ça y est, comme nous on rentre dans une église, et alors qu'à l'époque ça se faisait pas. Oui, totalement. Il y a je pense que c'est aussi l'impact, c'est aussi pour l'impact, parce que, alors ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'ils avaient essayé de tenter de faire un truc hystérico-critique, réaliste d'un temple. Les gens comprendraient pas et ne s'identifieraient pas finalement aux fidèles, parce que là c'est vraiment pour impacter sur l'impact d'Eurydice, quoi, et de sa relation avec sa mère. Oui, c'est ça. Et puis c'est ça qui est assez étonnant, étonnant non, mais d'avoir cette porosité entre le mythe avec les humains finalement et puis les dieux, et tout s'entremêle un peu. Et puis du coup ils ont brodé aussi autour de ça, quoi. Donc c'est ça, il y a un besoin de faire comprendre. Ça paraît logique, hein. Je veux dire, je comprends le point de vue artistique de ça. Je comprends aussi la critique, mais c'est vrai que moi j'ai en tant qu'helléniste, je suis en mode. Oui, c'est ça. Limite, des fois, je crois pas au blasphème, hein, mais des fois, j'étais en mode. Enfin, il y a certains trucs, j'étais en mode. Bon, là, on est limite au manque de respect, quoi. C'est vrai. Bon, pour moi, c'est des vrais dieux qui existent réellement, quoi. Enfin, je veux dire, pour une personne croyante, genre, s'ils mettaient Jésus dessus à la place où ils transposent ça comme ça les choque pas. Moi, j'étais en mode.
bon, c'est rigolo, mais quand même. Après, voilà, c'est une série. Hein. Ça reste une série, ouais, c'est ça. Mais puis après, d'avoir autant humanisé aussi, en fait, ça donne cette impression-là. Parce que quand tu vois que Zeus, la famille dysfonctionnelle avec Zeus qui dit, oh, bah, il y a que Dionysos qui vient voir, mais du coup, j'ai dû faire mal des choses quand même. Oh, bah, tiens, sans déconner. Et en même temps, tu vois le problème de couple, Eurydice et Orphée. C'est ça. C'est extrêmement drôle quand même. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de la famille qui s'engueule et de la famille dysfonctionnelle au possible, quoi. Et il y avait pas Athéna à un moment donné dans l'histoire ou pas? Je confonds. Non, je crois on voit pas tous les dieux. Hein. Non, on voit pas tous les dieux, non, parce que dans mon idée, je sais que Zeus n'aime pas. Enfin, c'est pas qu'il n'aime pas, mais il ignore un petit peu Dionysos, mais dans le mythe, je sais que sa fille préférée, c'est reste Athéna, hein, et c'est pour ça que j'avais cette image. Non, on la voit pas. Hein. Ça aurait été marrant de voir l'impact, comment Athéna peut être représentée dans cette famille dysfonctionnelle pour être la favorite d'un Zeus aussi. Ah bah ouais, ça aurait pu être intéressant, quoi. Par contre, j'ai bien aimé Séné, le choix de l'acteur pour Séné. Ça j'ai apprécié énormément. C'est alors pour ceux qui connaissent pas, Séné en fait c'est dans les mythes. Alors je ne sais plus c'est lesquels, mais en gros c'est un homme qui, alors je sais plus c'est dans quel ordre dans le mythe, mais en gros c'est un homme qui a été transformé en femme. Parce quand on lui a posé la question, qui a été transformé en femme. C'est pas l'inverse. J'ai un trou de mémoire. C'est l'inverse normalement. Ah oui, c'est Sénis la fille. Voilà, ça me revient. C'est Sénis. C'est Sénis et devient Séné. Voilà. Donc c'est la fille d'un roi qui est violée par Poséidon et en gros pour protéger finalement celle-ci. Alors il y a plusieurs versions. Elle fait le vœu de devenir un homme. Comme ça, elle est sûre de ne plus être violée par Poséidon. Et donc, elle se transforme en homme. Donc, il devient un homme. Et l'histoire rigolote, c'est qu'à un moment donné, il y a un combat entre Héra et Zeus, et les deux doivent décider lequel des hommes ou des femmes ont le plus de plaisir. Et il y a ce mythe qui raconte que Séné est invoqué et il répond les femmes ont plus de plaisir, et Zeus le maudit et il finit. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ça, c'est la jolie histoire qui me fait rire. Mais c'est ça, dans les mythes, t'as toujours un petit truc comme ça, fun, qui arrive au milieu. C'est une des versions qui est pour moi la plus marrante, parce que finalement, il finit en enfer ou électrocuté ou tué par Zeus, peu importe les versions, mais juste parce qu'il a dit la vérité. Zeus, problème de colère peut-être à gérer. C'est ça, il faut gérer ça. Mais il y a plusieurs mythes, mais c'est vrai que Sénis, donc c'est son nom d'origine, devient Séné, et l'acteur choisi, c'est un acteur trans. Et ça, c'était génial, parce que ça impacte vraiment le symbolisme. L'idée était bien, ouais, non, clairement. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir sur les personnages, du coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit les dieux qu'il y avait. Donc, on voit Héra, Zeus, Dionysos, Poséidon, Perséphone, je crois, à un moment donné. Perséphone, Hadès. Et je crois que c'est tout, en fait. Dionysos, Hadès, Perséphone. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On en voit la moitié, quoi. Grosso merdo. Oui. Et Dionysos, qui a une super chemise du célèbre tableau dont j'ai plus le nom, du sabbat des sorcières pendant un ou deux épisodes. Et qui est le gros fêtard bisexuel, évidemment. Oui, automatiquement, il faut. Et l'acteur choisi est assez marrant. Enfin, il joue bien ce côté un peu. Moi, j'ai bien aimé que le choix de l'acteur, le côté un peu wouhou, genou, et en même temps avec son petit chat et tout. Ouais, qui finit pas très bien. Franchement, préparez-vous psychologiquement parce que moi, ça m'a tué. Hein. Je fais non, je vais pas le ressusciter. Non, en fait, non. Mais non, c'est pas lui, il a rien fait. Mais putain, en plus, c'est même pas le sien. Putain. Denis le chat, je me rappellerai. En anglais, Denis ou Denis, je sais pas comment on dit en français. Il a été traduit en français, mais Denis. Ça. Mais du coup, ils ont quand même donc il y a cette histoire donc de Tacite, donc
prêtresses d'Héra, ou je sais pas comment on peut les appeler, mais ça a l'air d'être ça le principe. Donc avec la langue coupée, qui suivent Héra aussi, parce qu'elle a toujours sa petite cour de Tacite. Alors moi, je suis désolée, Tacite, ça me fait penser à un auteur dans tout ce qui est nordique, mais bon, bref. Et d'ailleurs, ça vient d'où, ça? C'est un truc qu'ils ont créé, ou parce que ça me dit rien? Dans les mythes, dans les mythes, il me semble pas que, enfin, j'ai pas de détails. Il faudrait que je recherche un peu plus, mais il me semble qu'il n'y avait pas de notion de prêtresse qui suivait Héra comme ça, mais il me semble que les prêtresses, le terme Tacite fait référence à certains types de prêtresses, mais je crois que c'est. Mais je suis pas très sûr. Parce honnêtement, j'ai un gros doute là-dessus parce que je sais qu'il y a un auteur qui s'appelle Tacite, ça oui, dans ma tête. Germania, mais voilà. Voilà, mon cerveau est associé ça, voilà. Mais sinon, en tant que prêtresse, ça me dit rien, pour être honnête. Bon, en tout cas à creuser. Hein. Peut-être qu'ils ont voulu faire une référence à un truc ou pas du tout, en fait. Parce qu'après, il me semble comme... Attends, en même temps qu'on parle, je vais vite rapidement voir dans mes notes et dans mes trucs. Mais non, il y a juste la Calitia qui est une des prêtresses connues d'Héra, mais ils n'ont pas de nom, en tout cas. Je les ai pas trouvés, en tout cas, à l'époque. En tout cas, voilà, moi j'avais cherché un petit peu de mon côté, mais voilà, j'ai pas trouvé. Mais est-ce que voilà, ça faisait une référence à autre chose et que j'ai pas fait la bonne parce qu'il y a les hiéraïs, hein, donc ça veut dire les prêtresses, quoi. Mais il y a pas de nom particulier. En tout cas, voilà. Tacite, je pense que ça doit être un truc moderne ou peut-être une sous-entendue, peut-être avec le mot grec. Ça peut. Ouais. On creusera le mystère. Parce que c'est un adjectif pour dire sous-entendu, implicite, tacite, donc peut-être. Ah oui, ça se trouve, en plus, il faudrait voir en anglais, parce que ça se trouve, c'est la traduction, en fait, française. Ouais, je ne sais pas du tout. Je t'avoue que j'ai pas focalisé sur le nom des prêtresses. Moi, ça m'a fait bugger. Je me disais, mais c'est quoi les Tacites? Ça existe et tout? Enfin, qu'est-ce que moi, j'ai même pas focalisé dessus. J'étais en mode, voilà, c'est le prêtresse d'Héra, quoi. J'ai pas, quand c'est important, J'ai bugué, je me dis c'est quoi ce truc? Enfin bref. Et donc faut aussi se dire que du coup, il y a des fêtes publiques. Alors ce qui est quand même extrêmement drôle. Donc on voit la fête de l'Olympia, des Olympias. Je sais plus comment ils disent. Non, ils disent l'Olympia, je crois. La fête Olympia, ouais. Voilà, avec un sacrifice volontaire de quelqu'un. Qui meurt en direct à la télé parce que la cérémonie est retransmise du coup à la télé, et donc il y a la famille, il y a Zeus pour sa télé qui est en mode regardez, c'est trop bien. C'est ça, ils font des sacrifices pour nous, c'est trop bien, Héraclion précisément. Incroyable quoi. Enfin, cette idée était quand même extrêmement en mode, mais vraiment on a un peu rien à foutre des humains, c'est quand même extrêmement drôle. Le sacrifice, et c'est Héra qui fait un commentaire sur les chaussures de la... Ouais. C'est ça. Mais en fait, c'est ce genre de truc c'est ça, mais en fait, c'est vraiment la transposition. On est là vraiment sur la parallèle de vouloir dire, voilà, en gros, les dieux, c'est Trump et compagnie, hein, pour un truc plus moderne. Et le peuple, c'est le peuple. Et finalement, le peuple loue les dirigeants comme des dieux, alors qu'eux, ils sont bien pas mal, quoi. C'est vraiment la lecture, hein. Il faut pas aller plus loin, hein. C'est vraiment la lecture, hein. Mais c'est vrai que pour moi, j'étais en mode oui, les sacrifices humains, en effet, pourquoi pas, mais derrière et après oui, c'est en même temps, on peut dire, c'est un peu logique, hein, des milliards de personnes, une personne meurt. Enfin, quand t'es un dieu immortel et c'est comme nous quand une fourmi meurt, quoi. C'est c'est au pire des cas, c'est la pauvre. Au meilleur des cas, c'est je m'en fous. J'ai mon baïgon, j'ai en train d'éliminer encore plus. Espèce de spéciste. C'est ça, je suis gros spéciste. Non, mais l'image est là, mais c'est vrai que c'est assez marrant, moi je trouve, ce prisme qu'ils ont fait entre finalement la fête Olympia avec les concerts, qui a son concert là-bas, que c'est mon Dieu, c'est genre le truc le plus important, la personne qui se sacrifie, qui vraiment pense que c'est même on la voit après en enfer, hein, pour elle c'est quelque chose d'hyper important et tout, et en réalité ces actes
voilà, sa vie tournait autour de ça. Et finalement, ces actes ont été, en fait, c'était rien, quoi. Ça servait à rien, ces actes, tout simplement. C'est ça. Et puis, là que tu parles de Trump, etc. D'ailleurs, Zeus, on le voit, je crois que c'est une des premières scènes, il est vraiment symbolisé comme le milliardaire, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans une grande villa avec des sculptures de flamants roses ou je sais pas quoi, des domestiques. Oui. Voilà, c'est vraiment le mec friqué. Il est représenté en 2000, je sais plus quand était la série, 2025-2024 2024. Voilà, comme un riche, en fait, finalement. Oui, c'est ça. C'est pour ça, cette parallèle. Ils ont fait cette parallèle assez percutante sur la critique. Mais bon, pourquoi pas, en même temps. Donc, l'Olympe et une villa de milliardaires. Voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire, la moitié des théâtres grecs antiques jouaient sur ça, l'utilisation des dieux pour montrer tout notre art théâtral et autres vient de là. Montrer les failles de la société en utilisant des figures connues et reconnues et surtout en utilisant des dieux pour soit donner la morale aux hommes parce qu'on croit aux dieux, soit utilisant leurs images pour faire des parallèles. Hein. Je veux dire, en soi, c'est pas choquant ou c'est pas entre parenthèses hérétique. Hein. C'est pas, il y a pas ce côté un peu machin, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 scènes où moi, en tant que croyant, j'étais en mode oui, non, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Ça va loin. C'est comme ça que vous les voyez, d'accord. C'est ça, et il y a des trucs qui m'énervaient parce que vraiment, tu vois que c'était le prisme du chrétien qui, et je parle pas que la scénographie ou en tout cas les temples ou quoi, mais même l'explication de l'enfer ou comment Hadès est finalement mis en avant en mode, tu vois, il y avait plein de trucs où j'ai dit, les gars, là, c'est vraiment le prisme chrétien en disant bou, les enfers, c'est méchant. Enfin, il y avait ce côté un peu. Ouais, c'est un endroit très très lourd en fait. C'est ça, et oui, c'est lourd. Dans le mythe, c'est lourd, mais en même temps, c'est pas considéré comme quelque chose de. C'est pas. Il y a pas de paradis parce qu'il y avait une sous-entendue de paradis aussi à un moment donné. Je ne sais plus. Oui, le réincarnation. En fait, c'est de la réincarnation, en gros. Oui, ouais, ça c'est bon. Mythe orphique. Dans les mythes orphiques, il y a la croyance en la réincarnation qui est sous-entendue. Hein, c'est pas. Ah oui, donc il l'aurait éventuellement tiré de là. Je pense que ça ferait la parallèle avec l'histoire d'avoir choisi Orphée, etc. Mais dans les mythes orphiques, la réincarnation fait partie intégrante de la croyance et même dans le platonisme généralement, il y a cette croyance qui est là. Mais c'est vrai que il y a un moment donné, je sais plus, je me rappelle plus parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu la série, mais il y avait une notion vraiment de cette notion de réincarnation, de paradis, et j'étais en mode, oui, en fait, je vois l'idée, en gros, le jardin de Perséphone, les choses comme ça, mais c'était vraiment vu comme étant. C'était pas du tout expliqué en fait. C'est ça, et même les gens qui sont en enfer, c'est la souffrance éternelle. Enfin, il y avait la notion de souffrance éternelle, et en mode, mais non, ça, c'est vraiment un prisme chrétien, les gars. C'est surtout pour ceux qui n'avaient pas eu leur pièce, par contre. C'est ça. Ouais. Et le truc, c'est que pour les Grecs, si t'as pas eu un enterrement digne, si t'avais pas eu un enterrement, en tout cas, si t'as pas reçu les rites, plutôt pas l'enterrement, reçu les rites, ton âme errait. Mais elle errait même pas dans les enfers, elle errait dans le Styx, à l'entrée de l'enfer, voire même sur terre. Hein. Il y a vraiment. Ouais, ils se sont loupés là. Voilà, là sur le coup, t'es en mode. Bon, oui, je comprends l'idée, mais en gros, c'est dans leur histoire. En gros, ceux qui n'ont pas eu la pièce, c'est les esclaves de l'enfer, quoi. Ils s'occupent de tout ce qu'il faut faire pour que l'enfer tourne. Et j'étais en mode, bon, est-ce qu'on pourrait appeler ça comme étant de l'errance? Je ne sais pas. Le seul truc de l'errance, c'est que vous allez rester 200 ans là, quoi. Mais ça ressemble plus à une sorte de purgatoire, presque, en fait. Ouais, c'est ça. Il y avait un truc vraiment très chrétien avec la notion du purgatoire, les choses comme ça. C'est assez. Il y a 2-3 trucs. Alors, ça fait longtemps, j'aurais dû me la retaper avant l'émission, mais c'est vrai, il y a 2-3 trucs. J'étais en mode, bon, quand même, là, on voit le prisme chrétien. Vous n'avez pas pris ce recul, alors que vous aurez pu prendre le recul et permettre de parler d'autres choses liées à la société, aux problèmes de notre société, la surinterprétation, par exemple, le fait d'avoir un Dionysos qui est proche de l'homme. Donc, finalement, c'est aussi, le culte de Dionysos est né et de Orphée, plus tard. Les cultes orphiques sont nés parce que à un moment donné dans les générations, les gens ont considéré que les dieux étaient trop loin et donc il fallait des dieux plus proches, donc Dionysos et Orphée. Et donc là, ils auraient pu jouer sur ça, le fait que Zeus étant trop
imbu de sa personne, Dionysos finalement va reprendre. C'était peut-être l'idée pour la saison 2. Hein. Ouais, c'est possible. C'est pas impossible vu comment ça partait. C'est possible. C'est possible. Et Orphée prendrait finalement la place de Dionysos. Mais bon, c'est une série qui est fun. Hein. En tout cas, je sais que j'ai pris un peu de plaisir à la regarder. Après, c'est pas une série que je vais revenir dessus en mode allez, on va se retaper, Chaos. Non, honnêtement, pour moi, c'est une très bonne surprise, mais c'est pas la meilleure série du monde. C'est ça. C'est sûr. Il y a eu des défauts aussi. Moi, j'appelle ça les défauts Netflix. À l'époque, c'était pas un défaut, mais enfin, ils avaient pas de défaut, mais là, ils ont le défaut Netflix. Vraiment, ce côté série qui part dans tous les sens. Oui, un côté patchwork. C'est ça, et tu vois que finalement, à un moment donné, ils suivent un cheminement, mais finalement, ils décident de prendre un autre. Il y a ce côté un peu, on va mélanger. Enfin, c'est pas qu'on va mélanger, mais j'ai vraiment l'impression que, comme dans beaucoup de séries de Netflix, ils ont une idée, ils commencent à suivre l'idée, puis ils regardent un peu ce que les gens pensent, et les gens disent ah non, on n'aime pas, et ils changent. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des moments dans la série, j'ai senti ça, mais j'arriverai pas à te dire où, mais. Vraiment, et puis c'est vrai qu'en parallèle, tu as aussi tout ce qui est autour du Minos, du Minotaure, d'Andromaque, oui. J'ai oublié le nom de son fils. Bon, bref, le fils d'Andromaque. Enfin, il y a plein de trucs qui s'entremêlent, plein d'idées aussi patchworkées. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup et en fait tu peux pas développer tous les fils ensuite de la même manière en fait quoi. Bah, totalement. Et enfin, après il y a mes surprises favoris. Enfin moi j'ai kiffé les Furies, ils m'ont fait délirer. Alors franchement c'était bien pensé. Alors par contre pourquoi ils les ont pas appelés les Erini? Je sais pas, ils ont voulu utiliser le terme latin pour. Mais les motardes, hein, là c'est logique aussi quand même quoi. Bah totalement. Surtout avec la notion, voilà, la notion de comment dirons-nous de moderniser finalement de nos jours. Comment elle serait représentée? Mais totalement. Mais moi j'étais en mode mais grave de ouf les gars, vous avez compris. Vous avez compris. Le continuiste, il est là. C'est ça, mais c'est ça en fait. J'ai vraiment été en mode mais vous avez compris, putain. J'avais quand ça a apparu, je fait attends. C'est les Erinés, c'est les Furies. Et après, je vois, et vraiment, à un moment donné, ils me disent, et je suis putain, mais enfin, ils ont compris. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs parallèles qui fait écho. Il y avait des bonnes idées quand même. Et j'ai dit, mais c'est génial, quoi. Je veux dire, les moires en gardienne de Carabaré. Ah oui, avec un quiz. Alors, vous voulez aller remonter un mort des enfers? On va faire un quiz. C'est ça, mais genre, elles en ont marre, mais c'est logique, en fait, tu contrôles tout le destin, à un moment donné, tu te fais chier, quoi. C'est clair. C'était marrant, quoi. J'avais bien apprécié ce genre de trucs, tu vois, de compréhension du mythe et d'essayer de les détourner différemment. Minos, en tant que, bon, ça ressemble plutôt à un dictateur cubain qu'autre chose, hein, pour être honnête. C'est vrai qu'il y avait ce côté un peu dictateur cubain. Je fais bon, la crête, dictature, ok, bon. Au XXIe siècle, suivant l'histoire grecque, t'es en mode, ouais, je vois l'idée, les gars. En fait, ça c'est, je comprends. Parti loin, mais on comprend. mais c'est vrai que j'ai trouvé intéressant le prisme choisi pour ça, quoi. Vraiment, c'était intéressant. Ouais. Il y a certaines vraiment de transpositions entre guillemets qui sont vraiment intéressantes. Il y a les Erini, le côté, je trouve, le couple Orphée-Eurydice aussi. Enfin, quand même, quand on y pense, que Orphée soit un gros dépendant affectif qui va chercher sa meuf et que finalement, il perd sa meuf. Mais là, ils l'ont complètement transposé en mode, en fait, elle veut plus de toi. C'est la rupture. Donc, en fait, la perte du mythe initial qui est par la mort, là, en fait, elle est par la rupture de la relation. Et ça, j'ai trouvé ça bien pensé aussi, en fait, finalement. Ça permet d'ouvrir un petit peu l'idée, de mettre en avant la codépendance, les choses comme ça dans le couple. Et je trouvais ça intéressant aussi. Hein. Clairement, c'est assez vu. C'est assez intéressant de voir. Après, c'est vrai que moi, j'ai trouvé un peu triste d'avoir choisi ce couple-là, voilà, parce que dans la pensée et même, je veux dire, ce mythe est aussi
précurseurs de la religion orphisme, hein. Mais le fait que pour moi, comme pour beaucoup, le mythe, c'est vraiment l'amour absolu, quoi. C'est l'être qui te complète et tu vas chercher en enfer. Et il n'y a pas qu'Orphée, il y en a plein dans le mythe, je vais dire Dionysos. Et c'est ça aussi, ils ont pris le plus connu, je pense. Hein. Voilà, les deux ont vraiment une histoire semblable et je serais curieux, j'aurais été curieux de voir ce qu'ils avaient prévu pour la saison 2. Parce que Orphée fait la même chose, mais lui va chercher sa mère. Alors que, Orphée, Dionysos fait la même chose, il va chercher sa mère. Alors qu'Orphée, lui, il va chercher sa bien-aimée. Donc, la relation est différente, mais je veux dire, le principe même de l'acte est un acte de j'aime tellement cette personne que je peux carrément changer l'ordre de l'univers pour ça, quoi. Et c'est un truc hyper beau, alors que dans la série, ça se transforme en littéralement, je fais ça pour moi. C'est égoïste, son acte. Exactement ça. Il est très égoïste. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, même si j'ai trouvé ça dommage, mais c'est intéressant parce que c'est une autre lecture, quoi. C'est une autre lecture, mais totalement, et c'est hyper égoïste. Et le mec, t'es une putain de rockstar et compagnie. Oh là là, j'ai besoin d'elle et je vais aller modifier tous les lois de l'univers pour ça, alors que en fait, c'est pour ta pomme, quoi. Achète un chien, quoi. Enfin, à un moment donné. Ouais, mais le chat, il a mal fini. Oui, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, ils ont pas été au courant, mais oui, non, mais clairement. Et il y a aussi le côté, juste parce que ça me fait penser à ça, le côté souterrain aussi, pareil, qu'ils ont transposé, c'est-à-dire qu'aux enfers, il y a un métro, quoi. Oui. Moi, j'ai bien aimé ces images-là. Enfin, ces retours, ce retour un petit peu, moderniser les mythes. Moi, j'ai toujours adoré ce genre de travail, hein, de travaux. Intellectuel, moderniser les rythmes. Pour ma Mercure, il est avec des Nike et avec un téléphone portable. Hein, désolé, et le téléphone portable, il a la cote caducée. Mais non, mais c'est ça. Hein. J'ai toujours vu ça comme ça, donc c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai vu l'univers et tout, je me suis dit, mais c'est génial. Puis après, derrière, il y a le prisme un petit peu trop chrétien qui est présent, et en mode c'est dommage parce que vous auraient pu vous détacher de la pensée chrétienne ou la lecture chrétienne et en faire quelque chose d'un peu plus savoureux. Mais bon, après, moi, je suis helléniste, on ne l'oublie pas. Ah, c'est ça. Après, le problème de ce genre de concept, c'est que une fois que tu te l'es pris dans la gueule, après, il faut réussir à tenir sur la longueur en termes de scénario, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas simple et je sais pas jusqu'où est-ce que ça aurait... surtout que le scénario de base, c'est quoi? C'est Zeus, c'est un connard, avec tout le respect que j'ai pour toi, Zeus. Hein. On va avoir des ennuis. Voilà, je vais avoir des ennuis. Mais dans l'histoire, il représente le dieu comme vraiment Trump, quoi, et sa femme qui est la déesse du foyer et de tout ce que, du foyer du couple et de la fidélité, est infidèle avec son propre frère Dionysos, pas Dionysos, Poséidon, et en fait, désolé, mais l'histoire de base, c'est ça. Enfin, en dehors de Eurydice et tout, mais l'histoire des dieux, il n'y a pas grand-chose à développer en dehors d'un moment donné, Zeus apprend et qu'est-ce que ça fait, et voilà, point barre. C'est ça, avant de reprendre des épisodes de mythes. C'est ça, il aurait dû peut-être pour que ça dure dans le temps, il aurait dû mettre en place des nouveaux personnages, des nouveaux mythes associés, etc. Parce que Eurydice et Orphée, ça s'essouffle au bout d'une saison ou deux. Hein. Les dieux, pareil. Dionysos, peut-être le fil rouge de chacune des histoires. Ariane, l'histoire d'Ariane aussi. C'est vrai, Ariane. J'ai bien aimé l'actrice. J'ai bien aimé l'actrice. Ouais. Je trouve qu'elle dégageait le truc qu'il fallait par rapport à ce qu'ils étaient en train de vouloir faire. Et tant que je parle d'actrice, moi j'ai beaucoup aimé Cassandre, mais on la voit vraiment pas beaucoup, quoi. C'est ça. Quel dommage. Ça marchait bien, non? Et il me semblait que c'est elle qui a joué dans Doctor Who. Ouais, c'est Rose. C'est Rose. Ouais, c'est ça. J'ai cherché. C'est Rose de Doctor Who. Mon docteur favori avec le partenaire favori, c'est Rose parce que je la kiffe dans Doctor Who. Bref. Je n'ai pas vu. Même sur non, mais c'est le personnage parfait du compagnon du docteur. Le docteur lui balance c'est une femme arbre extraterrestre du 15e millénaire de la Terre et elle te répond d'accord. Ok, la meuf elle rentre dans une cabine qui traverse l'espace-temps.
tu lui as capté son truc. Maintenant, le moindre truc qu'elle regarde, elle est pas en mode conne. Ah mon Dieu, ça existe. Elle est en mode ok, c'est normal. C'est bon. Tout va bien. Le personnage est super. Moi, je kiffe le personnage a été écrit en mode, mais genre, mais vraiment en mode, la meuf, voilà, tu l'as désillusionné, pas désillusionné, mais tu as pété tout son programme d'étonnement avec une cabine téléphonique qui voyage dans le temps. Et à partir de là, tu peux lui dire n'importe quoi. Elle va y croire parce que ça peut pas être plus. Bref, je parle loin, mais c'est mon personnage favori. Bref, donc ouais, on revient sur le Chaos. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait, de toute façon, on a fait le tour, hein, mais voilà, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par la mythologie grecque et qui sont curieux de voir ça transposé dans un monde contemporain, voilà, c'est un bon moment. C'est pas la meilleure série, mais même esthétiquement, elle est quand même bien foutue aussi, donc let's go. L'esthétique est super bien et je trouve que, alors ça montre aussi un des problèmes que je trouve qu'il y a avec les séries et les films qui touchent la Grèce antique, c'est que ça ne marche pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Alors, est-ce que c'est parce que les gens en ont marre d'entendre toujours les mêmes mythes? Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'esthétique choisie finalement de cette société moderne. Avec la culture grecque sans culture chrétienne finalement, et ça me fait penser à Battlestar Galactica. Alors c'est pas exactement Battlestar Galactica proprement parlé, mais c'est ça y est, j'ai oublié le nom du. Ils avaient fait une série parallèle qui suivait cette idée, cette philosophie d'un Caprica, voilà, la série Caprica, où c'est une série de science-fiction en fait, où ça se passe dans une planète, dans une constellation de planètes, une sorte de fédération de planètes, dont la culture est essentiellement gréco-latine. Et en gros, c'est donc il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des machins comme ça. Et en fait, le christianisme n'a jamais existé. Et on suit l'histoire donc d'une jeune fille qui adolescente dans cet univers, qui va à des fêtes, des cates et qui fait des sacrifices humains en virtuel, bref, et qui fait les Dionysia comme ça, et qui en fait se retrouve dans une situation géopolitique gros bordel, et qui impacte tous les différentes factions de cette truc, avec les Taurus qui sont tous voués à Arès, les Gemini qui sont voués à Athéna, etc., etc. Et c'est hyper intéressant parce que derrière, il y a une secte qui apparaît, c'est la secte de l'un, et finalement le sous-entendu du christianisme, l'arrivée du christianisme. Okay. Et j'aime bien ce genre de série, en fait. Chaos m'a fait un peu penser à ça dans ce prisme de moderne, pas futur, mais moderne, d'intégrer finalement la culture grecque. Et de se dire, et si le monothéisme finalement n'était pas arrivé, quoi. C'est ça. Comment les gens interagisseraient, quelles étaient les valeurs, parce que là, sacrifier un humain à la télé devant tout le monde, c'était ok, tu vois. Non, mais c'est con, mais ce genre de petits détails à la con, c'est une gymnastique mentale que j'adore faire, et dommage qu'il n'y ait pas assez de séries ou de livres qui développent ça plus en profondeur, en dehors d'une surface, tu vois. C'est souvent très surfacé. Et là, l'esthétique était vraiment parfait. Je veux dire, le moindre détail, si vous voyez, mais vraiment regardez le moindre détail de la marque des chaussures, des vêtements, des céréales, même la forme des verres. À un moment donné, on voit vraiment que c'est de l'inspiration grecque antique, et comment ils ont pensé aux détails, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai trouvé vraiment l'esthétique était parfaite. Hein. Ouais, non, c'était une bonne surprise. Hein. Bonne surprise. Non, voilà, n'hésitez pas à regarder, et pourquoi pas nous faire aussi une petite retour de critique, ça pourrait être sympa, voir ce que les gens en ont pensé. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui disait que pas de saison 2, je suis dégoûtée, quoi. Surtout quand tu vois la fin, tu fais ah d'accord, pas de saison 2, merci, c'était sympa. C'est ça, c'est surtout avec les fingers à la fin, donc voilà. C'était assez particulier comme approche, mais c'est vrai que
C'est vraiment là. Oui, Caprica. Alors, je réponds rapidement parce que je vois la question sur le chat. Oui, Caprica, c'est la série, le spin-off de Battlestar Galactica. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un spin-off. Oui, spin-off, c'est une série dérivée. Une série dérivée de Battlestar Galactica. Et si vraiment vous avez l'occasion un jour d'aller voir Battlestar Galactica et Caprica, franchement, regardez, c'est une bonne série aussi. SF, mais un peu pagans. Et la fin de Battlestar Galactica est très, très symbolique. Donc, je dis pas, je ne spoil pas. Alors, je vois aussi que Robert posait la question, enfin, a mis un commentaire. La secte de l'un, moi, ça me fait plutôt penser au platonisme et au néoplatonisme. Alors, oui et non, en fait, dans le platonisme et le néoplatonisme, le néoplatonisme, c'est plutôt Moyen-Âge, hein, mais dans le platonisme, il croit qu'il y a une source unique et de cette source unique est né tous les dieux. Donc, il y a une croyance quand même polythéiste qui est entrée. Et je pense que le platonisme, c'était plutôt une philosophie de pensée qui était relativement générale chez les personnes les théologues. On va utiliser ce terme-là, même si ça n'existait pas à proprement parler à cette époque, mais les théologues de l'époque. Dans Battlestar Galactica et dans Caprica précisément, non, la secte de 1 est bien définie comme le dieu unique, il n'existe que d'autres dieux que celui-ci, et il provoque des attentats. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'image du groupuscule sectaire. Bon, après, ça a été écrit pendant le 11 septembre et tout, donc on voit la parallèle avec l'islam, etc. Donc, il y a aussi une parallèle comme ça hyper intéressante. Et l'armement et le fait que voilà, on va aller chercher les Taurus pour les armes, les Gemini pour contrôler, pour les trucs tactiques. Bref, il y a cette notion-là. Mais oui, il y a par contre le néoplatonisme, le néoplatonisme c'est plus tardif. Et le platonisme, c'est l'un qui qui donne la création d'autres dieux. Donc il existe une source supérieure aux dieux qu'on connaît, quoi. Donc, mais c'est vraiment une philosophie intéressante. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme platoniste, mais je suis un petit peu cette croyance-là, où il y a quelque chose dessus très loin qui ne peut pas interagir avec nous, et des dieux inférieurs qui, eux, peuvent interagir avec nous. Ouais, moi, j'ai plutôt cette conception-là aussi. Là, c'est parce qu'on était né dans un truc monothéiste, il paraîtrait. Ah ouais, non, mais c'est possible. Hein. Non, mais c'est une réflexion que j'avais fait avec des élèves de mon cours de théologie, et un truc est ressorti sur si un païen pense comme ça, c'est que finalement automatiquement inconsciemment il a quand même une éducation monothéiste, et c'est vrai que forcément, en même temps. Ouais, mais par réflexe, automatiquement, oui, c'est ça. On peut pas nier notre passé. Hein. Et c'est vrai que par réflexe, quand tu penses à plusieurs dieux, tu penses plutôt à un polythéisme strict que à oui. Ah oui, mais peut-être ils sont tous dirigés par. Enfin, il y a quelque chose au-dessus qui ne les dirige pas vraiment, mais qui est au-dessus de nous. Enfin bref, ça a été rigolo. Moi, j'aime bien les conceptions de Cunningham finalement là-dessus, tu vois. Alors, je sais plus, c'était la comparaison du diamant, je crois, où t'as ce truc de l'énergie, entre guillemets, déesse-dieu, et puis dans l'énergie déesse-dieu, enfin, t'as un truc qui découle d'une unité divine. Ensuite, t'as la polarité, donc dieu-déesse, et ensuite, tous les dieux et déesses qu'on a sont des facettes de ça. On peut le voir en énergie, en fait. Enfin... Oui, totalement. Bah, ça, c'est une approche New Age, hein. C'est la théosophie, hein. Là, vraiment, c'est la philosophie de la théosophie. Ce qui est hyper intéressant. Mais qui n'est pas déconnante, quoi. Qui n'est pas déconnante du tout. Après, et qui explique qui fait des liens entre les cultures, finalement. C'est ça, et qui est une réponse, et là, je vais faire cette phrase comme ça, mais qui est une réponse à la mondialisation. Comment expliquer, si tu as une famille multiculturelle, hein, comment expliquer que ces religions s'interagissent entre elles. Donc, on est obligé à un moment donné de penser comme ça. Après, la problématique de cette pensée, ça c'est mon avis personnel, c'est qu'elle ouvre les portes à des dérives, les dérives classiques si tous les dieux sont les dieux et toutes les déesses sont les déesses, je vais prier, je sais pas moi, la déesse vaudou de machin, alors que j'ai une notion, je veux dire, je ne suis pas haïtien juste parce que j'ai décidé de faire comme ça. Parce que toutes les déesses sont la déesse. New Age, hein. Ça, c'est la grande salade postmoderne où on syncrétise toutes les cultures et puis on prend à la carte, quoi.
C'est ça, donc c'est un peu le... Et là, c'est l'appropriation culturelle et puis le YOLO style. Ah, mais totalement, mais ça, c'est la problématique de chaque chose. C'est une réflexion que je fais en ce moment sur l'ego dans l'ésotérisme, etc., etc. Ouais, et voilà, le principe, c'est qu'à un moment donné, la liberté est bien, mais cette liberté peut entraîner des fois comment dirons-nous, un extrémisme. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a un extrémisme. En tout cas, la frontière est tellement floue qu'elle laisse passer des choses autant positives que négatives. Et ça, c'est toute philosophie à ce problème-là. Et il faut toujours se remettre en question, toujours se poser des questions. Il faut y croire sans y croire tout en croyant. Et il y a que ça qui peut vraiment nous aider, quoi. Mais complètement. Et donc ouais, c'est le truc. Bon, en tout cas, Chaos, voilà. Moi, j'aurais mis honnêtement un 6/10 parce que l'esthétique de ouf. Et voilà. Et j'ai eu un crush pour Minos, on s'en fout, mais ça m'a fait rire. Voilà. Et toi, je sais que tu aurais mis un 10. Non, d'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que je l'ai noté sur Sens Critique et combien j'ai mis? Parce que j'aime bien mettre mes petites notes. J'ai mis 7. T'as un casse-couille en mode, ce film est trop nul. J'ai mis 7. Ah, t'as mis 7, ça va. Moi, j'ai mis 6, mais que pour l'esthétique. Franchement, non, avec les années, j'ai l'impression que je deviens trop bon public, en fait. Mais c'est peut-être la déformation aussi d'être passé par un cursus artistique. Et du coup, c'était... Oui, c'est ça. Oui, mais en même temps... Merde, les pauvres, c'est de la merde, mais quand même, les pauvres, ils ont bossé pendant 58 ans. Il y a des idées, c'est comme Mégalopolis, j'ai regardé le film Mégalopolis. Bah, il y a ça aussi, c'est une grande histoire, mais transposée dans la Rome, en fait. Mais on ne va pas parler de ça maintenant, mais le film s'est fait défoncer par tout le monde. Et franchement, je me suis dit, putain, je vous trouve dur quand même, quoi. J'avais même pas vu ce film. Oh là là, la honte. Bah, c'est le film de Coppola, il bosse dessus depuis des décennies, et puis il s'est dit ça y est, je vais enfin le faire. Et finalement, c'est de la merde, c'est ça? Et finalement, il a été très très mal reçu. Il y a des bonnes idées, il y a du bordel. Je trouve que les gens ont été un peu durs quand même. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Coppola et qu'il y a des attentes, tu vois aussi? Oui, après, je pense que ça joue énormément. Mais bon, enfin, on a vu Pierre, hein. C'est un peu violent quand même. Quoi. Twilight. Twilight, par exemple. Non, mais voilà, mais en tout cas, c'est dans une Rome, c'est de la SF, mais dans une Rome décadente SF. Enfin voilà, c'est assez marrant. Enfin, visuellement, il est quand même beau. Bon, il y a des choix qui sont perçus comme kitsch par certaines personnes, je peux comprendre, mais bon, c'est quand même un beau film, quoi. Mais voilà, après, ça passe ou ça casse. Mais bref.